matin de France Culture, Guillaume Erner. Une journée spéciale sur France Culture consacrée au service public de l'hôpital à l'éducation nationale. La fonction publique fait aujourd'hui face à des problèmes, ça n'est pas nouveau. Des pénuries de personnel, c'est déjà plus nouveau. Comment en est-on arrivé là? Comment expliquer le malaise d'une partie de la fonction publique entre perte de sens et rémunération jugée trop faible? Comment retrouver le goût du service public? Et pour débuter cette journée, j'ai choisi de vous inviter, Martin Hirsch, bonjour. Bonjour. J'ai choisi de vous inviter parce que vous incarnez le haut fonctionnaire. On vous a beaucoup entendu, notamment quand vous étiez directeur général de l'AP-HP de 2013 à 2022. Et puis aujourd'hui, vous avez décidé de rejoindre le privé puisque vous êtes vice-président exécutif de Galileo, qui est un groupe international d'éducation. J'aimerais tout d'abord que vous nous expliquiez, Martin Hirsch, pourquoi vous avez décidé de quitter la PHP. Quelle a été votre décision, justement, vous, aux fonctionnaires, quand vous avez décidé de quitter ce poste? Bonjour à tous. Je pense que mon cas est un peu particulier. J'ai rien à voir avec la désaffection du service public ou des carrières de fonctionnaires, puisque je suis resté plus de 30 ans et peut-être que j'y retournerai dans le service public. En fait, il y a deux questions dans votre question. Il y a une question, pourquoi je ne suis plus aujourd'hui directement au service de l'État, et pourquoi j'ai quitté la paix. On peut commencer par l'une ou par l'autre, je ne sais pas, puisque vous avez posé la première question sur la PHP, c'est extrêmement simple. J'ai dirigé la PHP avec un certain nombre de situation que vous connaissez, la période des attentats, la période du Covid, des crises complexes, dans lesquelles le service public s'en est bien sorti. Je dis un mot là-dessus parce que je me souviens de l'époque où, quand j'étais sur les antennes en mars 2020, vos confrères nous disaient mais pourquoi est-ce que c'est si mauvais en France, alors que regardez, en Allemagne, ils ont très peu de morts du Covid, ils s'en sortent, c'est formidable, ils ont plein de lits de réanimation. Aujourd'hui, vous regardez ce que disent les publications scientifiques internationales indépendantes, que la mortalité du Covid en France, la réduction de l'espérance de vie, la France fait partie des pays les plus performants pendant cette très longue crise. Donc le service public hospitalier a la tête haute tenu cela. Moi, il y a quelque chose qui est très simple. Le 15 mars 2020, j'ai envoyé un message aux 100 000 personnes qui travaillaient à la PHP, avec lesquelles je travaillais, en leur disant attention, on va avoir une crise d'une ampleur inégalée, dont on ne connaît pas l'ensemble des conséquences, mais voilà. Un, je sais que vous allez donner le meilleur de vous-même. Deux, vous pouvez savoir qu'on fera vraiment le maximum pour vous soutenir parce que les conditions seront très difficiles. Et trois, moi je m'engage à ce qu'après, l'hôpital ne soit pas dans les mêmes conditions qu'il l'était avant. Est-ce que c'est ce troisième point, absolument, Martin Hirsch? Absolument, moi c'est très clair. On a vécu cette crise pendant 2 ans. Il me semblait qu'il y avait des choses qu'il fallait changer, améliorer, certaines qui étaient reprendre des positions soutenues par les acteurs hospitaliers, d'autres qui n'étaient pas celles qu'ils soutenaient, mais il me semblait que cette promesse de ne pas revenir comme avant devait être prise. En réalité, j'ai eu le sentiment ou la conviction que on risquait finalement de reprendre ce qui était pas satisfaisant pour l'hôpital avant la crise, de le reprendre après, et je voulais tenir mon engagement. Donc c'est pour ça que j'ai remis mon poste de la paix à disposition. Puis ensuite, il y a la deuxième question. La deuxième question, c'est pourquoi je ne suis pas au service de l'État aujourd'hui. Là aussi, il y a 2 raisons. D'abord, moi, les fonctions que j'ai exercées, mes choix professionnels ont été faits en fonction de sujets. Ça a été les sujets de lutte contre la pauvreté, les sujets de santé pendant ces dizaines d'années. Depuis longtemps, je m'intéresse à la question et j'essaye d'aider
la question des jeunes, de l'accès à l'éducation, de l'égalité des chances pour les jeunes. C'est ce qui me conduit depuis 10 ans, après avoir mis en place le service civique, à m'occuper d'une association qui s'appelle l'Institut de l'engagement pour aider des jeunes qui ne sont pas passés par les classes préparatoires, qui n'habitent pas dans les beaux quartiers, à pouvoir avoir accès à des études supérieures exigeantes. C'est un sujet qui m'intéressait. Ce que les hautes autorités de l'État m'ont proposé et m'ont demandé, c'est d'aller m'occuper de l'ENA. C'est un beau poste, diriger l'ENA. Mais moi, la question n'est pas de la beauté des postes. La question, pour moi, est qu'est-ce qui peut être le plus utile. J'ai recruté beaucoup d'énarques dans ma vie. Je n'ai pas considéré que le sujet majeur pour aider les Français, c'était de former un peu mieux les énarques. Je trouve ça l'ENA très respectable, j'en étais ancien élève, mais le contexte dans lequel on dit d'abord, pour satisfaire les Français qui manifestent en 2018-2019, on va supprimer l'ENA. Puis en fait, on ne va pas la supprimer, on va lui changer de nom. Et puis en fait, on vous dit, allez vous occuper de ça pour améliorer les énarques. Je ne pense pas que ce soit le grand besoin. Et donc, comme on a dit, juste si vous ne voulez pas bien, pour qu'on comprenne bien, Martin Hirsch. Je peux juste aller jusqu'au bout des raisonnements, puis je reviendrai pour que vous compreniez bien. Mais comme la phrase suivante a été de dire, et si vous refusez ça, on n'a rien à vous proposer. Je me suis dit, écoutez, je vais me débrouiller tout seul sur les enjeux qui me paraissent importants, et on y reviendra 2 secondes. Je pense que les enjeux liés à l'enseignement supérieur et les jeunes sont importants. Je suis allé travailler dans des conditions dans lesquelles je n'ai pas changé mon salaire, dans une entreprise qui ne distribue pas de dividendes, dans laquelle il y a des règles sur les salaires et sur lesquels je vais essayer de faire un certain nombre de choses utiles, notamment d'essayer de former des professionnels de santé à travers le monde dans des pays qui n'en ont pas, et de regarder ce qu'on peut faire sur l'enseignement professionnalisant pour le rendre accessible dans des conditions compatible avec l'égalité des chances, on en reviendra peut-être. Voilà. Donc il n'y a pas de désamour pour l'État, et puis il ne vous a pas échappé que pendant cette période, il y avait quelques tensions. Quand je dirais la crise du Covid, il y a eu plusieurs attaques des pouvoirs publics quand je demandais, alors là, avec le soutien de toute la communauté médicale, qu'il y ait des moments où des mesures soient prises qui ne l'étaient pas, et on se demandait si c'était... si je faisais ça pour faire de la politique ou je sais quoi, je faisais ça parce que je pensais que c'était utile et que les médecins avec lesquels je travaillais pensaient que c'était utile. Juste une question sur l'ENA, Martin Hirsch. Vous considérez que les énarques sont déjà suffisamment bien formés, ou bien que ce n'est pas justement le problème le plus prioritaire aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un gros sujet sur la fonction publique. Je pense que les services publics auxquels j'ai un attachement viscéral ont besoin d'un certain nombre de transformations, non pas pour les affaiblir ou les faire se restreindre, mais pour les rendre plus adaptés à la fois aux aspirations de ceux qui veulent y travailler et à la fois aux besoins du public, qu'il y a plus d'enjeux sur qu'est-ce qu'on demande aux énarques de faire. Si on leur demande de rédiger des circulaires et de surréglementer, je pense qu'on stérilise leur intelligence et leur action. Le fait, je trouve ça très bien qu'on va les former un peu plus au développement durable, etc., etc. Mais l'enjeu de mettre beaucoup de mon énergie pour savoir si on va améliorer 10 ou 20% le contenu de leur formation me paraît pas être le sujet du service public. Voilà. Alors, j'ai recruté des énarques très bien et ceux pour lesquels je considérais qu'ils n'avaient pas envie de prendre de risques sur des sujets challenge, c'est pas ceux que j'ai recrutés. Le sujet du service public hospitalier, vous aviez fait un certain nombre d'analyses pour justement essayer de comprendre d'où provenait cette crise de l'hôpital public, crise européenne, voire mondiale d'ailleurs. Absolument. Quand je dis européenne, c'est très simple, je prends juste un chiffre qui est hyper frappant. Si on se met en janvier de l'année dernière, au moment où Omicron explose, etc., qui est un moment où à l'assistance publique, on avait 15% de lits fermés, ce qui faisait couler beaucoup d'encre et qui posait des problèmes gigantesques. Chez nos homologues de Berlin, allemands, ils avaient 49% de lits fermés.
Ce sujet, on le trouvait dans beaucoup de pays d'Europe. Dans les hôpitaux new-yorkais, il n'y a plus de psychiatres aux urgences la nuit. Il y a 2 psychiatres dans une cabine qui ressemble à ce studio à faire de la téléconsulte pour 17 services d'urgence, etc. Donc il y a une problématique du fonctionnement hospitalier qui est effectivement, d'ailleurs, pas complètement compréhensible. Je pense que c'est une transition des systèmes de santé qui est compliquée, mais qu'on retrouve dans tous les pays. Puis il y a des problèmes spécifiques en France. Pourquoi ? Alors, on va quand même essayer de comprendre cela. Il y a une première question, elle est évidente, c'est la question du financement, alors même que vous citez le système de santé allemand. Il est mieux doté que le système français, en tout cas en valeur absolue, puisque en termes de pourcentage, c'est à peu près la même chose, mais l'Allemagne étant plus riche que la France, le système hospitalier est mieux doté. Est-ce que, par exemple, l'argent est une variable explicative de l'état du système hospitalier français, Martin Hirsch? L'argent tout seul n'est pas une variable explicative. Je redis, l'argent tout seul. C'est-à-dire que si vous avez un certain nombre de problèmes de fond, et je vais vous en donner des exemples très concrets, même en mettant plus d'argent, vous n'arrivez pas à le résoudre. Je vais vous prendre un exemple très, très concret. Prenons le traitement des cancers de la prostate en région Île-de-France, qui se fait à travers des services d'urologie. Il se trouve qu'à l'assistance publique, on a 39 hôpitaux, on a des hôpitaux à l'intérieur de Paris, on a des hôpitaux à l'extérieur de Paris. Nous n'avons pas de service d'urologie à Bobigny, Seine-Saint-Denis, où nous avons un groupe hospitalo-universitaire de la PHP. Il n'y a pas d'équipe là-bas. On a 4 services d'urologie sur la rive gauche de Paris, 3 ou 4 sur la rive droite à l'intérieur de Paris. Est-ce qu'il est possible de dire à une des équipes, écoutez, il n'y a peut-être pas besoin de 4 services sur la rive gauche de Paris, entre le 15e arrondissement et le 13e arrondissement, en passant par le 7e, mais est-ce qu'il y a une équipe qui va partir le faire en Seine-Saint-Denis ? S'ils ne veulent pas, et ils ne veulent pas puisqu'ils n'y vont pas, on ne peut pas le faire. Se dire qu'on va rajouter de l'argent pour faire un service de plus, tout en ayant toujours 4 sur la rive gauche, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens avec l'argent des cotisations des Français. Ce problème je trouve, est une illustration. Et alors, c'est vraiment très, très concret. Moi, quand je suis arrivé à l'assistance publique, il y avait 6 services de transplantation hépatique. Quand vous allez dans les grandes villes du monde, je crois qu'il n'y a aucun endroit... On est passé de 6 à 3, non pas pour faire moins de greffe de foie, non pas pour rendre moins de services à la population, mais juste parce que ça ne pouvait pas fonctionner. Vous aviez du coup des services avec des équipes trop petites, et du coup, les transplanteurs de foie, ils doivent aller chercher le foie en avion, etc. Quand vous avez une petite équipe, les problèmes de sécurité sont énormes. Voilà. Donc voilà un exemple très concret d'un côté, alors ça... Moi, on peut se référer à mes écrits. Je suis, je crois, le premier à avoir écrit publiquement qu'il y avait un problème et à l'époque où ça n'intéressait pas spécialement les médecins, par exemple, où il y avait un problème de salaire des infirmières. Les données de l'OCDE montrant qu'on était le pays où les infirmières étaient parmi les moins bien payées, où leur salaire était plutôt inférieur au salaire moyen, alors que dans d'autres pays, elles sont supérieures de 10 ou de 20% au salaire moyen. J'ai été, je crois, le premier à le dire, à l'écrire. Ça n'a pas tellement plu au gouvernement de l'époque qui m'engueulait en disant « Mais pourquoi vous dites ça ? Ça va nous conduire à ce qu'il y ait des revendications. » Mais c'est la réalité. Donc, il faut augmenter leur salaire. Il faut augmenter leur salaire à statut égal. Je ne pense pas non plus. Martin Hirsch, il y a un moyen pour les infirmières, pas uniquement pour les infirmières d'ailleurs, d'être mieux rémunérées, c'est de passer par l'intérim. Il y a aujourd'hui beaucoup d'infirmiers, de personnel de la PHP par exemple, qui est passé dans le privé via l'intérim et qui travaille à l'hôpital public avec ce statut. Est-ce que ça par exemple, c'est une situation qui n'est pas clairement un effet pervers du système ? Non, mais c'est un effet pervers du système, et 2, ça crée des effets pervers absolument gigantesques. Mais interrogeons-nous pourquoi. Donc, nous, on doit avoir à peu près le même âge, on est d'une génération
où, quand on était jeune, l'intérim, c'était ce qu'on faisait par défaut quand les portes du travail étaient closes, etc. C'était pas la situation dans laquelle, après sa formation, on faisait le choix de l'intérim par rapport au choix d'un emploi garanti. Donc ça veut dire qu'effectivement, le truc est cul par-dessus tête, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors ça ne se pose pas dans les mêmes termes dans toute la région. Je vais vous dire, c'est pour ça que j'ai toujours considéré que le statut uniforme qui fait que la rémunération est strictement la même, indépendamment du coût de la vie dans une région, qui fait qu'une infirmière a le même salaire quand elle est à Paris, où elle doit se loger, se transporter, avoir des coûts de la vie incommensurables avec ceux qu'il y a dans une ville plus petite de province. Mais c'est impossible que ça marche. Et aucun pays ne fait ce choix-là. Et le service public pourrait s'adapter là. Moi, j'ai proposé que les rémunérations soient avec 3 niveaux, dont un deuxième niveau qui soit dépendant du coût de la vie. Je pense que soit on veut effectivement tuer ce type de service public, soit il est inéluctable de tenir compte du coût de la vie, comme on en tient compte dans tous les autres secteurs. Mais alors pourquoi ne pas encadrer, par exemple, le recours à l'intérim ? Mais parce qu'on en est... si vous encadrez quelque chose alors que déjà vous avez mis un couvercle, c'est de la physique de base. Quand vous mettez un couvercle quelque chose et qu'il y a une forte pression, la fumée passe, la vapeur passe par les côtés. Non, je comprends la cocotte minute, mais oui. Lorsque vous prenez des infirmiers, des infirmières débutants qui débutent par l'intérim, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière, par exemple, de faire en sorte que les débutants débutent par... Nous, c'est ce qu'on a proposé. On demandait depuis un certain temps qu'effectivement, on ne puisse pas exercer en intérim durant les 3 premières années suivant la formation. Disant cela... Le couvercle comme ça saute. Non, alors, disant cela, je ne sais pas si la conséquence... Je l'ai défendu. Je l'ai défendu en me disant, ça serait quand même mieux que la situation actuelle. Mais est-ce que ça ne va pas générer des effets de contournement du type, du coup, je ne vais plus dans les écoles d'infirmières puisqu'on ne m'autorise pas à faire cela, ou bien, après ma formation, je vais faire autre chose que le métier d'infirmière, ce qui se passe, etc. Encore une fois, je pense que le problème de fond, il faut peut-être encadrer l'intérim, mais ce n'est pas ça ce qui résoudra le problème de fond. Si je prends cette question des rémunérations en fonction du coût de la vie, de là où on exerce, je pense que c'est majeur. Martin Hirsch, haut fonctionnaire, ancien directeur général de l'AP-HP, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Lucie Castet, co-porte-parole du collectif Nos Services Publics. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est une journée spéciale que France Culture consacre au service public, à ce que certains analysent comme étant un dépérissement. Quelles en sont les causes ? Nous sommes en compagnie de Martin Hirsch, haut fonctionnaire, ancien directeur général de la PHP, désormais vice-président exécutif de Galileo Global Éducation, et nous accueillons Lucie Castet. Bonjour. Bonjour. Lucie Castet, vous êtes co-porte-parole du collectif Nos Services Publics. Peut-être en un mot nous dire ce qu'est cette association Nos Services Publics. Oui, alors c'est un collectif que nous avons créé tout début 2021. On compte aujourd'hui plusieurs centaines d'adhérents et surtout on a environ 20 000 personnes qui nous suivent, qui suivent nos travaux. On est un collectif d'agents publics donc. On rassemble... Vous êtes vous-même fonctionnaire, vous travaillez exactement, à la mairie de Paris. Exactement, je suis fonctionnaire de l'État. On rassemble des fonctionnaires mais aussi des contractuels, agents de la sécurité sociale, etc. On n'est ni un think tank ni un syndicat. Notre rôle c'est de s'engager pour retrouver le sens qui fonde les missions du service public au quotidien. On est parti du constat qu'il y avait un paradoxe entre le fait que le rôle de l'État était croissant et qu'en même temps il y avait une très grande défiance vis-à-vis des institutions et du service public. Et nous avons pensé que nous, agents publics, avions un rôle à prendre pour décrypter le fonctionnement et les dysfonctionnements des services publics de l'intérieur. On travaille sur beaucoup de sujets différents qui ont trait à la vie du service public. On a produit un long rapport sur les externalisations, la sous-traitance, y compris les cabinets de conseil, mais pas seulement. On a travaillé à l'évaluation de la mise en place de Parcoursup. On a fait une grande enquête sur la perte de sens au sein des services publics, etc. Alors justement, en matière de perte de sens, mon camarade Jean Lémarie vient de consacrer son billet politique à cette campagne de recrutement qui débute dans le service public, puisque précisément la fonction publique a du mal à recruter. Pourquoi, selon vous ?
Pour beaucoup de raisons. Il y a des raisons de court terme, des raisons matérielles. Vous l'avez très bien dit dans le billet politique. Les enseignants, par exemple, sont beaucoup moins bien payés que dans la moyenne de l'OCDE et même par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Par exemple, dans les années 80, un enseignant commençait à environ 2,3 SMIC et aujourd'hui, un enseignant commence avec 1,2 SMIC. Ça s'explique en partie parce que le SMIC a augmenté et c'est une bonne chose, mais ça dit quand même quelque chose de la place relative qu'on donne aux enseignants. Globalement, les fonctionnaires sont très, très mal payés en France par rapport aux autres pays de l'OCDE et de l'Union européenne. C'est pas le seul facteur qui explique le manque d'attractivité. Il y a aussi une question de moyens généraux qui sont donnés au service public. On le sait très bien, par exemple à l'hôpital public, mais aussi à l'école, dans la justice, vous l'avez très bien dit, il y a un manque global de moyens et un manque global d'effectifs qui rend le travail au quotidien extrêmement difficile. Et puis je crois qu'il y a une raison plus structurelle, qui est une raison presque culturelle, liée au fait qu'on a dévalorisé pendant très longtemps le service public. On a présenté d'ailleurs le service public comme un coût uniquement. On a arrêté de voir ça comme un service qui servait à l'intérêt général. Et donc ça a conduit les gens progressivement à se détourner du service public, alors même qu'on sait que la plupart des gens qui rejoignent le service public le font pour servir l'intérêt général. C'est ce qu'on a montré dans notre grande enquête où on a recueilli le témoignage de plusieurs milliers de personnes et qui montre qu'en très grande majorité, les gens rejoignent la fonction publique, le service public, pour servir l'intérêt général et pas pour la stabilité de l'emploi et encore moins pour la rémunération. Martin Hirsch a parlé il y a quelques instants dans la première partie de l'émission, en partie des causes qui rendaient difficiles les recrutements à l'hôpital. En réaction à ce que vient de dire Jean Lémarie, que faudrait-il faire pour que le service public soit, selon vous, plus attractif ? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a l'aspect des rémunérations qui, effectivement, sur certains métiers, on a parlé de la justice, des enseignants, des infirmières. Je redis qu'il y a une vraie problématique de tenir compte du coût de la vie dans les territoires. Et pardon de mettre les pieds dans le plat, mais je pense que l'uniformité du statut de la fonction publique qu'on ne retrouve pas dans des autres pays qui sont attachés au service public pose un problème, puisqu'on n'arrive pas à reconnaître ni parfois l'engagement des fonctionnaires, ni le coût de la vie. Il y a aussi une question de ce qui se passe au sein des services publics, c'est-à-dire que dans la désaffection, il peut y avoir l'impression que ça ne peut pas bouger, qu'il y a des pesanteurs, que c'est trop lent, que l'intrication qu'on ne comprend plus entre... Jean Lémarie parlait de l'augmentation du nombre de fonctionnaires dans les collectivités territoriales, quand pour une décision en matière de logement, de santé, d'éducation, il faut un peu de la ville, un peu de la région, un peu du département, un peu de l'État, et du coup on se retrouve comme devant un coffre-fort dans lequel il y a 4 détenteurs de clés qui doivent être tout cela en même temps. Ça décourage l'envie de faire. Donc il y a une question d'envie de faire et il y a une question de moyens de faire. Mais la question de l'envie de faire et des conditions dans lesquelles ça peut bouger et rendre vraiment service au public est une question aussi majeure. Lucie Castet. Oui, je souhaite réagir là-dessus. Je partage une partie de votre diagnostic, évidemment. Simplement, je crois que l'envie de faire ne manque pas. Je peux partager votre diagnostic en matière de complexité de la prise de décision, en matière de bureaucratisation du service public, mais j'aimerais qu'on parle par exemple de l'état de l'hôpital. Je pense que, et c'est beaucoup ce que disent le personnel soignant, c'est qu'ils disent qu'à l'hôpital, on a mis des lourdeurs bureaucratiques liées, je crois, à l'introduction de méthodes de management qui sont proches de celles développées dans le privé. On appelle ça en langage barbare le New Public Management, où on demande aux soignants de justifier le moindre de leurs actes et on choisit parfois à leur place la manière dont doivent être soignés les gens. Et ça, c'est extrêmement dénoncé à l'hôpital, mais aussi dans d'autres services publics. Et donc, on a réduit par l'introduction de ces méthodes issues du privé, la confiance qu'on place dans les agents publics. Et ça, je pense que c'est un levier majeur de désaffection du service public. Enfin, les soignants le disent tous. Mais ils disent aussi, Martin Hirsch. Ils disent aussi qu'il y a un certain nombre de choses propres au service public. Par exemple, la question des marchés publics et ce que ça a comme implication sur les problématiques d'achat, sur la question de la reconnaissance et de la différenciation d'un certain nombre de formes de travail. Donc, pour l'avoir vu de l'intérieur, c'est pas simplement la question de l'injection de méthodes du privé, c'est la question que quand on traite un service public qui doit produire du service comme une administration régalienne, ça ne marche pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, Lucie Castel, le fait d'introduire de l'autonomie et ou des mécanismes de motivation dans le service public, est-ce que ça a contribué justement à dérégler la machine ou à tenter de remédier aux problèmes actuels? Oui, je pense que l'introduction, en effet, on ne va pas parler que de l'hôpital public, mais l'introduction, en effet, je parlais en général. Oui, de nouveaux indicateurs, de l'obligation de faire comme on dit, du reporting sur l'ensemble des actions des agents publics, ça produit de la lourdeur en effet. Et donc je ne dis pas que le service public fonctionne de manière idéale. Simplement, je pense qu'on ne peut pas traiter le service public comme on traite une entreprise. Et donc des indicateurs qui pourraient conduire à l'introduction d'une notion de rentabilité n'est pas pertinente en ce qui concerne le service public. Je pense que quand même, la question du statut, c'est un peu, je pense, le cadet des soucis des fonctionnaires. Enfin, demandez-leur. On en reparle juste après. Ça m'est arrivé souvent de leur demander. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Je pense que la question du statut, le statut, ça sert quand même à reconnaître la spécificité du service public et la spécificité du travail au sein de la fonction publique. Or, je pense quand même qu'on peut constater, et je pense que ça, c'est difficilement contestable, il y a eu une sorte de floutage de la frontière entre le public et le privé, et à force de dire à des gens qui s'engagent justement pour servir l'intérêt général, en fait, ce que vous faites, ça pourrait être fait par des prestataires privés, ça pourrait être mieux fait, ça c'est évidemment contestable, on pourra y revenir, ça pourrait être mieux fait et ça sera moins cher, alors que ça aussi c'est contestable, évidemment, ça décourage les gens de rejoindre le service public. Et on a un Premier ministre, il n'y a pas si longtemps, qui disait « j'aime l'entreprise ». Quand a-t-on eu un Premier ministre qui dit « j'aime le service public » ? Alors dans votre billet politique, vous avez dit que le gouvernement souhaitait donner des gages d'amour aux fonctionnaires. C'est ce qu'il dit. Oui, très bien, je l'entends aussi. Maintenant, passons de la parole aux actes. Martin Hirsch. Non, sur l'interpellation sur le statut de la fonction publique et les aspirations des agents. Aujourd'hui, on a un système, et Jean-Marie parlait de la revalorisation des débuts de carrière. Moi, ce que je voyais et ce que me disaient mes interlocuteurs, la problématique n'est pas tant le début de carrière que de dire à quelqu'un vous allez commencer à 23 ans avec effectivement peut-être 1,2 fois ou 1,3 fois le SMIC, et vous allez vous en sortir 30 ans après, en étant probablement dans le même métier, avec peut-être 300 ou 400 euros de plus, et avec cette fois une divergence avec ce qui peut se passer à l'extérieur et de la reconnaissance des compétences qu'on acquiert, qui est absolument faible. Si je vois les infirmières dans le service public de Suède, elles ont des possibilités d'évolution de 7 niveaux, à partir du niveau de base, soit dans une direction où elles s'intéressent à l'organisation des soins, puis elles montent jusqu'à directrice, soit dans le côté spécialisation des soins et recherche, sur lesquels elles peuvent monter de 7 niveaux et se retrouver à peu près au même niveau que les médecins. Ce n'est pas le cas en France. Et on peut le trouver dans d'autres professions. Et donc ça, ce sujet des évolutions de carrière, de la reconnaissance de ce qui se passe, et de pouvoir ne pas être confinés, si je puis dire, dans la même situation, c'est ce qui conduit les jeunes à dire « Moi, je ne peux pas me projeter dans 20 ans, j'ai besoin de faire des choses passionnantes au cours des 5 prochaines années, j'ai besoin de savoir dans 5 prochaines années ce que je ferai, mais pas qu'on me déroule mon point d'indice sur 40 ans. » Lucie Castel, alors rapidement, parce que j'ai une autre question à vous poser. D'accord, je partage le constat qu'il est nécessaire d'avoir des possibilités d'évolution de carrière au sein de la fonction publique, qui ne partagerait pas. Simplement, déjà, il existe des possibilités d'évolution, il existe plein de concours internes, ça pourrait mieux fonctionner, mais simplement, aujourd'hui, on est dans une situation d'effondrement des services publics. Alors justement, parlons de cet effondrement au regard du budget du service public, du budget global, qui comprend donc aussi l'appel à des prestataires extérieurs, par exemple, Lucie Castel. Le niveau des prélèvements obligatoires en France est tel que, a priori, il semble compliqué, mais peut-être qu'on n'est pas d'accord de l'augmenter de manière significative. Comment expliquer ce hiatus entre un niveau de prélèvement obligatoire élevé et un service public qui est en dépérissement du point de vue donc de son état interne, allais-je dire, mais du point de vue aussi parfois des services qu'il rend. On peut parler de l'hôpital ou de l'école, par exemple.
Alors déjà, simplement un petit point de méthode et voilà, un petit point économique. Je pense quand même qu'il est très contestable de parler en permanence du taux de prélèvement obligatoire, donc sous-entendu le taux de prélèvement obligatoire sur le PIB. Cet indicateur est extrêmement contestable parce qu'on présente le taux de prélèvement obligatoire les prélèvements obligatoires comme une ponction. Or, ça n'a aucun sens de le présenter comme ça. Avec les prélèvements obligatoires, on finance beaucoup de transferts. C'est-à-dire que une partie de ces prélèvements obligatoires retourne dans la poche, sur le compte en banque des citoyens, et c'est bien normal. Ça s'appelle le financement de la solidarité nationale. Et donc, une partie très importante des prélèvements obligatoires sert à financer, par exemple, le système de retraite, le système de santé, via des cotisations sociales. Et c'est vraiment très important de le dire. Donc, par exemple, en Europe, on fait partie des pays qui a le taux de prélèvement obligatoire sur le PIB, si on veut choisir de parler de cet indicateur, le plus élevé, mais c'est simplement parce que nous avons un système de retraite qui est public. Ce qu'il est vraiment très important de dire, à mon sens, c'est que si les services n'étaient pas publics, ils seraient privés. C'est-à-dire que le citoyen devrait quand même de toute façon le financer. La simple différence, et c'est une différence fondamentale, c'est que la dépense ne serait pas socialisée et donc qu'il n'y aurait à l'intérieur de cette dépense aucun mécanisme de solidarité et ou de redistribution. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de le dire. Donc la vraie différence, c'est pas donc tant le niveau de dépense globale publique plus privée, mais c'est le degré de socialisation. C'est qui paye, pourquoi. Et donc, par exemple, si on regarde la santé, pour continuer sur cet exemple qui nous occupe beaucoup, si la santé n'est pas prise en charge collectivement, vous-même, vous devrez vous soigner en ayant recours soit à une assurance privée, soit en payant de votre poche. Et le résultat, c'est que les gens qui sont pauvres ne peuvent plus se soigner. Et donc, c'est ça la différence fondamentale. Martin Hirsch. Justement, le paradoxe, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai pointé le fait que dans notre système, quelqu'un qui n'a pas de mutuelle et qui allait en réanimation pour Covid, devait payer de sa poche une partie des soins dans notre système. Donc, derrière ce que vous dites, pardon, je termine mon raisonnement juste, je pense que dans la question d'accès aux services publics, moi je suis et j'ai plaidé publiquement pour que l'hôpital soit pris en charge à 100% et non pas avec un reste à charge, et je pense qu'une des manières de pouvoir aider le service public, c'est qu'il y ait un certain nombre de services publics qui soient tarifés en fonction des revenus. L'actualité de les 2 dernières semaines, c'était l'augmentation des transports en Île-de-France, du coût du pass Navigo. Moi, je pense qu'il serait bon de faire comme dans les cantines scolaires, que le coût des transports publics et d'un certain nombre d'autres services publics soit fonction des revenus. Et donc que ça puisse être proche de la gratuité pour les plus pauvres et que ça soit plus cher pour les plus riches et que ça permette ainsi d'avoir effectivement une dépaupérisation des services publics et un vrai principe d'égalité d'accès aux services publics. Lucie Castet, il faut que l'on évoque aussi le recours à des prestataires extérieurs qui a été l'objet d'une polémique récente. Vous avez travaillé notamment là-dessus. Alors l'un des arguments qui a été invoqué est le fait que ces prestataires extérieurs sont précisément indispensables puisque le service public est aujourd'hui plus mince qu'auparavant. Oui, malheureusement, c'est vrai. Parfois, les décideurs publics n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher un prestataire extérieur pour réaliser une mission qui était assignée auparavant à la puissance publique. Pour plusieurs raisons, mais la majorité de la raison, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas créer d'emplois publics supplémentaires du fait de normes de finances publiques qui ont été progressivement gravées dans le marbre, qui créent ce qu'on appelle des plafonds d'emploi. C'est un terme un peu barbare pour désigner le fait que le décideur public ne peut pas créer de nouveaux postes dans la fonction publique, et donc il est obligé d'aller chercher des prestataires extérieurs. Et donc le paradoxe, c'est que pour des raisons de finances publiques, c'est pour ça que c'est de réduction de la dépense publique, on va aller chercher des prestataires extérieurs qui coûtent bien souvent beaucoup plus cher qu'un fonctionnaire et qui, par ailleurs, souvent, lorsqu'on fait appel notamment à un cabinet de conseil généraliste, produit une connaissance qui est très loin de correspondre à la réalité des métiers de la fonction publique. Martin Hirsch. Non, sur les prestataires extérieurs, je suis d'accord avec Lucie Castet, mais avec un angle très différent.
Je pense que le sujet des cabinets de conseil, moi quand je suis arrivé à l'AP, j'ai arrêté les cabinets de conseil et arrêté qu'on y biberonne. Mais le sujet... Pourquoi ? Parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient... Mais le sujet sur lequel je me suis cassé les dents... Beaucoup ? Le sujet sur lequel je me suis cassé les dents, il y a 20 ans, on a externalisé le bio-nettoyage. Le bio-nettoyage, c'est le nettoyage des chambres. Et donc on donne ça à des sociétés de services qui demandent à des agents précaires de pouvoir le faire. La question, c'est comment est-ce qu'on... Moi, je n'ai pas réussi. Comment est-ce qu'on pourrait revenir à ce que ça soit effectivement fait dans des conditions... C'est juste clé pour l'hygiène hospitalière, on l'a vu pendant le Covid. On a un sujet, on a aujourd'hui le choix entre soit effectivement les entreprises de services avec la précarité de gens qui ne savent souvent pas lire les consignes où il y a marqué de ne pas utiliser la même serpillière dans les 2 chambres, soit... un statut tellement rigide que les acteurs hospitaliers ne veulent pas y recourir. Moi, j'étais partisan qu'il y ait une société publique qui puisse fonctionner avec 100% possédée par le public, mais avec des statuts plus souples qui permettent de le faire. Voilà, c'est ce qu'ont fait d'autres pays européens, en disant il y a d'un côté le cadre pour les médecins et les infirmières, et il y a de l'autre quelque chose qui est public, mais qui n'est pas régi exactement par les mêmes règles et qui est quand même beaucoup plus satisfaisant que d'aller demander à des entreprises de services avec des travailleurs précaires de pouvoir s'occuper du bio-nettoyage dans les hôpitaux. Notre éditorialiste politique Jean Lémarie veut vous poser une question. J'ai l'impression, en vous écoutant, Martin Hirsch, que pour vous, la question principale, c'est celle du cadre, de la frontière entre le public et le privé, plus que la question du terrain, de la manière dont les choses se passent, des conditions de travail ou des salaires, dont vous avez tout de même parlé tout à l'heure. Mais est-ce que vraiment, vous revenez beaucoup à cette question du cadre, vous venez encore de le faire, vous parlez de sociétés qui prendraient certains des aspects du privé, d'autres des aspects du public. Est-ce que c'est le cadre pour vous qu'il faut faire évoluer pour faire avancer la fonction publique aujourd'hui ? Je pense que c'est un certain nombre de cadres. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai parlé tout à l'heure des salaires et je suis beaucoup impliqué et j'y crois encore. Quand je dis le cadre, je dis que pour moi, service public ne rime pas avec administration. L'administration est importante pour administrer, et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans des fonctions régaliennes. Dans des fonctions dans lesquelles il faut produire du soin, travailler de nuit, il y a toute une série de choses à faire au service des publics. Le service public peut-être proposer d'autres types de carrières, d'autres types de cadres qu'un cadre hyper rigide qui a été conçu pour des administrations du siècle dernier. Sinon, on va donner des arguments à celles et ceux qui disent que la clinique va mieux fonctionner que l'hôpital. Elle a plus de souplesse qu'un hôpital qu'on met rigide, et la même chose pour l'école secondaire et le lycée. Lucie Castet, il y a malgré tout un paradoxe aujourd'hui avec, par exemple, la crise énergétique, l'idée de service public, par exemple de service public d'électricité, une idée qu'on peut peut-être mieux appréhender, et c'est à ce moment-là que le service public a le plus de difficultés de recrutement. Jean Lémarie en a parlé il y a quelques instants. Est-ce que ça veut dire qu'au moins l'idée de service public est peut-être aujourd'hui plus à la mode qu'hier ? Alors, en effet, Jean Lémarie l'a dit, Stanislas Guérini fait des déclarations d'amour aux fonctionnaires et on est très content. Probablement que ce changement culturel est en train de s'opérer et on en est heureux. Simplement, on attend que le gouvernement passe de la parole aux actes. S'il y a des preuves d'amour, on l'a dit, comme par exemple... Je vais vous dire, on l'a dit, la crise sanitaire a révélé un besoin d'État qui est majeur, massif. Je pense que c'est très loin de s'arrêter. La tendance ne va pas s'arrêter, notamment parce qu'on doit engager des investissements massifs pour financer la transition écologique. Et ça n'est pas le secteur privé seul qui pourra le faire. Loin s'en faut, évidemment. Et là-dessus, on va avoir besoin de réinternaliser des compétences stratégiques au sein de l'État. Or, aujourd'hui, on a un projet de loi de finances qui a été présenté par le gouvernement, qui est en train d'être adopté, qui prévoit en création d'emplois dans le budget, 24 postes pour la transition écologique, 13 postes pour la transition énergétique. C'est là qu'on parle de la parole aux actes. Comment peut-on faire face en 2023 aux besoins massifs en matière de transition écologique, en matière de capital humain au sein de la fonction publique, avec seulement une poignée de postes ? Ça n'est pas raisonnable. Un mot de conclusion, Martin Hirsch. Non, je pense que
je pense que l'effondrement des services publics n'est pas inéluctable. Et quand on compare à d'autres pays, les services publics sont en crise, on le voit. Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour réinventer un certain nombre de choses avec les valeurs du service public. Je suis sûr que la cause n'est pas perdue. Merci à tous les deux. Merci Martin Hirsch, haut fonctionnaire, ancien directeur général de la PHP. Merci Lucie Castet. J'imagine que votre collectif Nos services publics, les différents travaux que vous avez faits sont disponibles sur votre site. Tout à fait. Vous pouvez consulter tous nos travaux et surtout, vous pouvez adhérer au collectif Nos services publics. Adhérer et lire donc le dernier rapport que vous avez confectionné qui a été consacré aux prestataires extérieurs dont il a été longuement question. La journée consacrée aux services publics se poursuit sur France Culture. On va continuer d'examiner la manière dont aujourd'hui cette notion est au cœur des débats politiques mais aussi au cœur de notre quotidien depuis l'école jusqu'à la santé en passant par les transports. Dans quelques instants, le point sur l'actualité, le 8h45.